et un crédit de plus 1. Apparemment, si ce n'est pas bien paraphé et signé, je peux ne pas avoir mon prêt. Et j'ai vraiment besoin de le faire, ce projet. Mais ce n'est pas le sujet. Comment ça se fait que la plupart des gens qui manquent d'argent sont convaincus que ceux qui en ont ne font pas de crédit? Et question subsidiaire, mais néanmoins hyper intéressante, c'est vraiment possible, tu crois, de faire des millions avec des dettes? Continuons les questions. Quel est le point commun entre ce dollar et ces euros? Quel est le point commun entre le dollar et les euros? Quel est le point commun entre les anciens francs? Parce qu'en fait, tu avais les anciens francs et les nouveaux francs, qui sont aujourd'hui les anciens francs d'avant. Quel est le point commun entre les francs, les euros et les dollars? La dette. Ce sont des États endettés. Et d'ailleurs, fait amusant, je t'ouvre une parenthèse, je la fais rapide, dans tous ces billets, tu vas avoir des numéros, quand tu les mets comme ça à la lumière, il y a des choses qui apparaissent, là tu as le visage ici dans le blanc de l'euro que tu retrouves là, même artifice ici, hein, tu retrouvais le visage qui se reportait dans le blanc, enfin bref, peu importe. En fait, ils font tout ça pourquoi? Ils font tout ça parce qu'il faut que ce bout de papier ait de la valeur, et il faut que tu crois en la valeur de ce bout de papier. Et pour ça, il faut que ce bout de papier ne soit pas reproductible. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des faussaires qui puissent produire des billets et les mettre en circulation. Alors pourquoi? Il n'y a pas que le risque du faussaire. Parce que si il y a des faux billets qui sont injectés dans l'économie, ce billet-là perd de la valeur. Sauf que, en fait, ils ne veulent pas que d'autres personnes injectent des billets parce qu'eux-mêmes injectent des billets. Les États peuvent injecter des billets pour t'attaquer. On peut attaquer un pays en injectant des faux billets dans sa monnaie. C'est moins connu ça comme méthode, mais ça existe. Bref, la monnaie, c'est de la dette. Et cette dette, elle existe pour que toi, tu puisses aussi utiliser l'argent. Alors on va en parler, t'inquiète pas. Juste rapidement, je suis obligé de t'en parler parce que tout ça, c'est des sujets un peu complexes. Moi, j'ai écrit ce livre, ça s'appelle « Survivre à une crise financière ». Tu tapes « crise financière » sur Amazon et tu le sais ou pas, mais en fait, la France, c'est le premier pays qui a utilisé les billets en fait. Et j'explique l'histoire, hein, c'est une histoire avec les rois à l'époque. Hein. C'est à la mort de Louis XIV et c'est quand Louis XV était encore enfant, enfin bref, peu importe. Tu verras, l'histoire est super bien expliquée. Tu vas comprendre en fait pourquoi tout ça, c'est très compliqué et pourquoi finalement, tu as intérêt de comprendre comment fonctionne la dette des États parce que toi, tu utilises cet argent au quotidien. Tu l'utilises sans savoir ce que ça implique. Regarde ce que je vais te montrer maintenant tout de suite. On ne va pas y rester très longtemps, t'inquiète, mais c'est quand même très important. Donc, tu as l'habitude, on va sur Google et tu tapes horloge dette française. Tu vois, j'ai même pas mis le CCDI, peu importe, ça va apparaître en première page. Et là, regarde, tu vas avoir l'horloge de la dette publique française. Et t'inquiète pas, je vais répondre à la question d'introduction. Hein, et là, regarde, dette publique de la France. Et là, tu as les milliards qui défilent. Pendant que je te parle, les secondes passent et l'argent est dépensé, tu peux rien faire. Juste pour info, quand je suis né, donc là, quand tu descends ici, là, tu vois, là, ici, les 50 401 €, quand je suis né dans les années 80, je devais 20 000 € à l'État français. Aujourd'hui, j'en dois 50 400. Ce qui veut dire que tes enfants, mes enfants, nos enfants vont en devoir encore plus quand tu vois comment ça défile là-haut. Et alors, bien évidemment, je te laisserai aller voir le site. Tu vois, il y a plein de choses. Hein, déficit de budget de l'État, déficit public, dépenses publiques. Je te laisse naviguer sur ce site tellement tu verras qu'il y a de dettes de tous les côtés. D'ailleurs, c'est même parfois, je comprendrais même que certains soient entre guillemets un peu angoissés de regarder ça. Mais revenons à notre sujet. En réalité, je veux que tu comprennes quelque chose d'hyper important pour cette vidéo. En fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il y a des gens qui s'enrichissent avec de la dette pendant que la majorité s'appauvrissent. Mais c'est hyper important, je n'aurai pas d'autre occasion de te le dire. En fait, si l'État n'était pas autant endetté que ce que tu vois là, s'il n'y avait pas cette dette, je tiendrais un autre discours. Si demain l'État français n'est plus endetté et que ses billets sont adossés à de l'or, mon discours changera. C'est pas que mon discours va changer, c'est que la politique monétaire des États
doit impliquer tes décisions financières. Tu n'agis pas de la même manière si ces billets sont adossés à de l'or ou si ces billets sont adossés à cette dette. Aujourd'hui, ce billet est adossé à cette dette. Donc, on agit avec la dette. Demain, ce billet est adossé à de l'or. On agit contre la dette. Donc, en fait, il n'y a pas de changement où, on va dire, je tiens un discours puis un autre. Non, non, je comprends comment ça fonctionne. Et comme je sais comment ça fonctionne, j'agis d'une manière ou d'une autre en fonction des choix politiques que je subis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer ce que font les riches pour gagner de l'argent avec des crédits. En sachant que les 3 méthodes que je vais te montrer, eh bien tu peux toi aussi les utiliser, bien sûr. Je ne vais pas te montrer des choses que tu ne peux pas réutiliser, ce n'est pas l'objectif. Ah oui, j'ai pas pris le livre, mais du coup, je me suis dit que ça serait bien que tu t'en rappelles. Hein. Crise financière sur Amazon, il apparaît en première page. Donc, on va voir le premier point le plus important qui, à mon sens, touche tout le monde, c'est l'entreprise. En fait, les riches vont faire des prêts dans les sociétés qu'ils créent, ou qu'ils rachètent, ou qu'ils développent. Enfin bref, dans leur société, il y a un prêt. Alors pourquoi il y a un prêt dans leur société? Alors d'abord, la première chose à comprendre, elle est assez simple, c'est qu'en fait, d'un côté, il y a une augmentation du chiffre d'affaires qui est couplée de l'autre côté à une augmentation des charges, puisqu'en fait, tu as du coup le prêt qui va créer une charge supplémentaire aux charges qui existent déjà, ce qui n'est ni plus ni moins qu'une économie d'impôt. Et là déjà, tu as déjà la réponse juste avec cette ligne de la raison pour laquelle les riches font des crédits. La plus grande erreur que je vois chez tous les entrepreneurs, c'est de raisonner dans leur vie perso comme dans leur vie pro, d'appliquer leur façon de voir les choses, comme je t'ai dit il y a un instant, c'est-à-dire moi je ne veux pas faire de crédit, mais comme je te l'ai montré, en fait, en réalité tu n'as pas le loisir de choisir dans la mesure où tu vis ici. Mais je ne sais pour quelle raison, il y a des gens qui fonctionnent dans leur pro comme dans leur perso, ils calquent le même modèle et ils refusent de faire un crédit, c'est une énorme erreur. Ne fais pas ça, parce que le crédit t'apporte un ensemble d'avantages, dont notamment des charges supplémentaires et un avantage fiscal qui ne sont pas négligeables. À cela, tu dois aussi ajouter derrière un autre élément, c'est que l'augmentation de CA couplée à l'augmentation de charges, ça va dégager dans les deux cas une marge de chiffre d'affaires, une marge sur la valeur de la société et ça va créer quoi? Ça va créer des garanties. Et t'inquiète pas, dans la troisième partie là, que je vais m'apprêter à te révéler, tu vas voir que les garanties, les riches s'en servent pour toujours faire plus de crédit. Donc, finalement, premier outil, eh bien finalement le crédit dans l'entreprise que tu vas créer, que tu vas développer, que tu vas racheter, peu importe, qui te sert à faire levier et à créer finalement plus d'argent dans un système où la dette est déjà la norme. Je le précise parce que c'est hyper important. Ok? Ensuite, bien évidemment, tu me vois arriver avec mes gros souliers, l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier? Tu vas comprendre déjà, c'est très simple. On va imaginer que tu as réussi, allez, même on va faire mieux que ça. Tu as réussi à épargner 150 000 euros. Ah non, allez, 100 000 euros, j'exagère un peu, ce qui est déjà super. Tu me regardes et tu as 100 000 euros sur un compte, c'est ton épargne. C'est super. Bravo. Mais je vais être franc avec toi. C'est nul. C'est pas suffisant. C'est trop peu. Ça peut te choquer, hein, mais c'est la réalité. Prends ces 100 000 euros et achète la maison de tes rêves dans ta région. Impossible. Il y a des régions où certains vont me dire en commentaire « Si, moi, à 100 000 euros, j'ai la maison de mes rêves. » Ok, super. Mais tu représentes combien de pourcentage de la France? Pas suffisamment pour que ça ait de la valeur. Désolé. Moi, dans ma région, avec 100 000 balles, t'as rien. J'ai rien. Je veux dire, sans faire de crédit. Donc, en immobilier, tu veux ne serait-ce que te loger, tu es obligé de faire un crédit parce que les prix ont monté. Question à laquelle je ne mettrai pas de réponse, mais est-ce que tu crois que la montée des prix de l'immobilier
n'a pas de rapport avec la dette que je t'ai montrée sur l'horloge de la dette française? La réponse est là. La valeur de tout ce qui nous entoure est liée à la dette des États. Ça serait trop long pour moi de te l'expliquer, mais bref. Toujours est-il qu'avec 100 000 euros, tu n'as pas assez pour acheter cash. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un crédit. Que font la plupart des gens? Ils prennent leurs 100 000 euros, la totalité de cet argent, ils le mettent dans leur résidence principale, on va écrire RP, et ils s'en tiennent à ça. Ils ont un crédit sur cette maison et ils ont du coup un travail pour payer leur crédit. Bon, je l'ai mal écrit, mais tu as compris l'idée. Ça, c'est le raisonnement de la plupart des gens. La réalité, c'est qu'en faisant ça, derrière, ils sont bloqués parce qu'ils sont endettés. Maintenant, regarde ce que font les riches, regarde ce que moi je t'apprends dans mes formations, dans mes livres, etc. Ils savent que si, avec leur argent, ils suivent ce schéma-là, ils vont eux aussi être coincés. En fait, un riche n'a aucune différence avec toi. Il y a juste un écart de connaissance. Mais regarde, je suis là pour ça, tu vas voir. Que va faire en premier le riche? En premier, il va découper cet argent. Il va le découper en morceaux. Il va dire, je vais prendre 25 000 euros avec lesquels je vais acheter un appartement. On va écrire appartement, ok. Et avec cet appartement, je vais faire du locatif. Ce qui fait que je vais, encore toujours pareil, augmenter mes revenus, augmenter mes charges et de l'autre côté, opposé à ça, avoir une économie d'impôt. Ok, bon, je peux pas l'écrire, ça ne rentre pas. Il le fait en premier, il commence par ça. Pourquoi il commence par ça? Parce qu'il sait que s'il avait commencé par sa RP, il aurait eu du mal à le faire. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le faire une deuxième fois et il recommence. Là, il sait aussi que en suivant cet ordre, il peut arriver à le faire deux fois. Et du coup, ce n'est qu'à la troisième fois qu'il va utiliser la totalité de son argent pour se retrouver dans la même situation que l'autre. Là, on va écrire RP. Donc ici, on est bloqué avec l'endettement. Okay. Sauf que regarde la différence. Là, on avait la même somme, on a une maison. Là, on a toujours la même somme, mais on a poussé au maximum le résultat. Alors certains vont me dire, oui, mais là, si c'est la même maison, il a forcément des mensualités plus importantes que là. Oui, mais peu importe, puisqu'il a du revenu en plus ici. T'inquiète pas, on va aller plus loin sur l'immobilier parce que c'est très important que tu vois ce que tu peux faire avec de la dette si tu sais t'en servir. Le problème, c'est que la plupart des gens sont là. Et du coup, sur l'échelle d'une vie, ne serait-ce que sur ce schéma-là, il y a un écart en centaines de milliers d'euros qui viennent se creuser. Et d'ailleurs, je pourrais écrire ici pauvre, ok, et ici riche. Pourquoi je peux écrire ça? Parce que là, il doit travailler, il n'a pas d'aide financière pour supporter sa maison. Du coup, moins de vacances, moins de choix. Là, il a des revenus en plus qui lui permettent d'avoir plus d'options et plus de solutions. On reste toujours sur l'immobilier. Je te remontre encore autre chose parce que je trouve que c'est hyper important pour que tu comprennes bien de quoi il est question. D'ailleurs, c'est pas vrai, on va passer au point suivant parce que en même temps, ça suivra et tu comprendras. L'autre manière que les riches vont avoir d'utiliser le crédit, c'est l'hypothèque / le nantissement des parts. On va en parler, tu vas comprendre, tu vas voir, c'est très simple. Et du coup, je vais faire écho à l'immobilier, comme ça tout se goupille parfaitement, ok? Regarde, on va prendre le cas, toujours pareil avec l'immobilier pour l'instant, de quelqu'un qui a toujours ses 100 000 euros épargnés et qui veut du coup défiscaliser. En gros, il veut investir dans l'immobilier, mais il se dit, moi j'ai 100 000 euros, on va mettre ici nos 100 000 euros toujours, tu vois, et je vais m'en servir pour acheter à 150 000 euros une loi, je ne vais pas écrire le nom de la loi, on s'en fout, qui me donne une économie d'impôt. D'accord? Je n'écris pas tout en entier, tu ne m'en veux pas, mais voilà. La particularité de ce système-là, donc là, on va prendre le cas des fameux 25 000 euros, d'accord? Donc j'ai mes 100 000 euros que j'ai découpés et en réalité, j'ai utilisé mes 25 000 euros. Voilà, j'improvise un peu, mais tu vas comprendre. Donc ici, c'est toujours le même côté, tu vois, de la même personne qui avait acheté sa RP et comme il était coincé, le banquier lui propose une loi de défiscalisation, ok? Quelle est la finalité? Il achète ça 150 000 euros. En réalité, moins l'apport qu'il a mis, ça lui a coûté 125 000 euros. Il a eu une économie d'impôt. Donc là, il a fait comme les riches, il a gagné de l'argent. Sauf qu'à la fin de tout ça, à la fin du projet, il se rend compte qu'en fait, le projet valait
en réalité sur le marché à la revente 70 000 euros. Et le problème, c'est que l'économie d'impôt qu'il a faite, elle ne vaut pas le prix de revente. Il a surpayé le bien par rapport à l'économie d'impôt qu'il a eue. Bon voilà, j'écris comme ça ne rentre pas, tu m'as compris. Du coup, il a perdu de l'argent. Ce que va faire le riche, c'est différent. Il va le faire pourquoi? Il va le faire essentiellement par rapport à l'hypothèque et tu vas comprendre. Le riche, lui, il va choisir d'acheter à 40 000 euros une maison avec des travaux. On va mettre une petite maison, ça tu vas comprendre. Ah, elle est en très mauvais état, mais il y a des travaux, d'accord? Et sur ces travaux, on va dire qu'il en a pour 40 000 euros. Ok? Donc, projet global, 80 000 euros. Moins les 25 000 euros, c'est un projet qui lui revient à 20, ça fait 80, 60, 50, 60, 55. Voilà, le projet global, à lui, il lui revient à 55 000 euros. Sauf que, quand il a fini tout ça, il se retrouve avec un produit qui vaut, on va dire, allez, je vais être gentil, on va dire 90 000 euros. J'ai hésité un peu sur le tarif, mais voilà. 90 000 euros. Donc, 35 000 euros d'écart. Ici, tu vois, tu as un écart de 35 000 euros. Alors déjà, dans certains pays, tu dois savoir que tu peux faire refinancer cette partie-là. Il y a des pays dans lesquels on va te proposer un refinancement de cette partie-là. Donc déjà, on amène le bien en hypothèque, en garantie, et il y a des banques qui vont te prêter sur le reliquat entre la valeur payée et la valeur actuelle sur le marché. Attends, ça ne s'arrête pas là, tu vas voir, c'est encore plus intéressant. Ici, la personne, tu remarqueras qu'elle a un petit montant, elle peut envisager de solder totalement ce bien, et dans ces cas-là, elle peut faire une hypothèque qui est souvent un pourcentage de la valeur du bien et s'en servir du coup comme garantie pour aller acheter autre chose. Et là, tu commences à voir que l'écart il se creuse de plus en plus parce que les riches savent utiliser la dette et ça fait exploser leur valeur parce qu'ils utilisent le crédit, là où la plupart des gens ne connaissent pas tout ça et finalement perdent de l'argent. Pour finir, le nantissement, on va prendre une nouvelle fiche pour que tu vois. On va imaginer maintenant que en fait, ici, tu es une société, que l'ensemble des biens dont je te parle depuis tout à l'heure en fait, sont en fait dans une société. Voilà. Et qu'en gros, bah, tiens, regarde, on va faire ça. Ici, on a un crédit de 500 000 euros. Ici, on a un bien d'une valeur de 500 000 euros. Et ici, on a une valeur de 1 million d'euros sur ce dernier bien. D'accord? Voilà. Donc là, on est en plus. Donc regarde, plus par moins, tac, tac, ça s'annule. Valeur de la société, 1 million d'euros. Et en fait, c'est exactement pareil que l'hypothèque. Le riche va faire quoi? Il va nantir la valeur des parts de la société. On va prendre une garantie sur cette société pour, par exemple, une vente future, pour, par exemple, bien tout simplement une LBO. Enfin, il y a plein de possibilités. Et du coup, il va se faire prêter de l'argent, il va se faire refinancer tout ça et il va pouvoir continuer d'investir, continuer de dépenser de l'argent. Dernier point très important maintenant que je dois te dire et qui est excellent par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la dette et peut-être que tu arrives à ce stade de la vidéo où tu as compris les outils et je t'ai donné des outils très simples. Il existe des outils plus complexes. Je m'arrête qu'à des choses très simples pour que tu comprennes déjà les bases. Mais tu peux peut-être te dire mais pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ils s'embêtent? Alors je t'ai déjà répondu, je t'ai déjà dit tout à l'heure, dans un pays endetté, tu n'as pas le choix qu'utiliser la dette en fait. Mais bon. Imaginons que cette explication ne te convienne pas, je vais t'en donner une autre qui est encore plus intéressante. C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, ça n'est que de la dette. Tu payes des impôts sur des revenus, pas sur de la dette. Et au final, regarde, ça résume très bien cette situation-là. Pourquoi des gens comme moi vont s'embêter à faire des travaux là où ils peuvent avoir un résultat sans faire d'efforts? Tout simplement parce que grâce à ces dettes que nous générons et qui nous permettent de toujours lever plus d'argent, nous ne payons pas d'impôts. Écoute bien ce que je te dis, nous ne payons pas d'impôts. Ici, en fait, on agit pour obtenir l'avantage fiscal. Là, on fait tout ça pourquoi? Pour avoir un avantage fiscal et ne pas faire d'efforts. C'est les deux raisons qui te poussent à acheter ce type de bien. Mais la vérité, c'est qu'à l'arrivée, tu passes à côté effectivement du vrai potentiel que tu avais, c'est-à-dire celui qui est de lever toujours plus de dettes et de payer toujours moins d'impôts. Parce qu'en réalité, oui, ici tu achètes un bien et oui, tu as une économie d'impôts, mais la carotte, c'est toi qui la supportes. Alors que là-bas, de l'autre côté, il n'y a pas de carotte,
Mais ici, il y a l'avantage, une fois que le projet est terminé, de pouvoir récupérer encore de l'argent qui n'est pas fiscalisé. Laisse-moi ouvrir une petite parenthèse avant de conclure. Pas trouvé d'endroit où mettre ça dans la vidéo, donc c'est maintenant. Je voudrais te préciser qu'il existe des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Et pour les différencier, c'est extrêmement facile. Tu prends le taux d'inflation de ton pays, qui est en moyenne dans tous les pays du monde, les États essayent de les maintenir à 2%, et plus le taux du crédit que tu fais est proche de cette inflation, plus tu gagnes de l'argent. Crédit immobilier, 2, 3, 4%. Si le taux de ton crédit est inférieur à l'inflation, alors là, carrément, tu bats le marché. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on s'égare, mais tu vois ce que je veux dire. Et à l'inverse, plus ton taux de crédit est éloigné de l'inflation, crédit conso, 15, 16, 17%, bah plus tu perds d'argent. Et c'est ok, mais je veux que tu le gardes en tête. Comme ça, déjà, tu sais. Maintenant, ça m'amène à un deuxième point tout autant intéressant, toujours dans la parenthèse, à savoir qu'il n'y a pas de crédit idiot. Il n'y a que des idiots qui font des crédits. Ce n'est pas le crédit le problème, c'est celui qui l'utilise. Si jamais tu fais un crédit conso pour acheter une voiture neuve, tu n'es qu'un idiot qui fait un crédit. Par contre, effectivement, on pourrait qualifier les crédits conso de crédit idiot, mais si tu fais un crédit idiot pour acheter un actif qui prend de la valeur, tout de suite le crédit il est moins idiot que ce qu'il en a l'air. Donc, la règle elle est simple. Ce que tu consommes, tu l'achètes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. Ce que tu utilises au quotidien, tu dois l'acheter. Et si tu fais un crédit, bien évidemment, c'est pour investir. On conclut avec une image un peu hasardeuse, mais essaye d'écouter ce que je vais te dire et tu vas comprendre. Imagine, tu es dans la rue. Et là, tu te fais agresser par quelqu'un qui a une épée. Il t'agresse à l'épée. Bon, ok, je sais, c'est pas près d'arriver, mais on imagine, d'accord? Si pour te défendre, tu as un stylo, on est d'accord que tu as peu de chances de survivre. Ce n'est pas un stylo qu'il te faudrait pour pouvoir te défendre. C'est une épée. Il y a certains même qui vont me dire « Mais attends Nicolas, moi je m'enfuis ». Non mais une épée, ça a une longue portée. Hein. Si tu t'enfuis, tu es mort aussi. Donc en fait, la meilleure solution pour toi, c'est de te défendre. Et la meilleure solution, c'est pas d'avoir ce stylo, c'est d'avoir une épée. Ce qui amène maintenant à un autre problème qui est tout autant intéressant, je trouve. Ok, tu as l'épée, mais tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas t'en servir. On est retour à la case départ. Donc en fait, il ne faut pas qu'avoir l'épée. Il faut avoir l'épée, il faut avoir les connaissances et l'expérience. Sinon, tu es mort. C'est intéressant quand même, je trouve, tu vois. Comme déjà, situation. On termine. Si tu te fais agresser, je ne le souhaite pas, mais on imagine que tu te fais agresser, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être pratiquer un sport de combat pour que si ça te arrive, tu puisses te défendre. Faire du sport tout court pour être en forme. Tu vas aussi avoir besoin peut-être d'en parler, de te confronter à d'autres personnes. Enfin, bref, tu vas avoir des réactions suite à l'agression pour que, si ça se reproduit, tu aies les armes, entre grandes guillemets, parce qu'il n'y a pas que les armes physiques, hein, il y a toutes les armes autour, pour ne pas subir la situation. Maintenant, j'ai une question, encore. Ça fait plus de 50 ans que l'État agresse ton compte bancaire. Et pour te défendre, tu as besoin d'un stylo. Et tu en as des stylos. Ce qui te manque, c'est la connaissance et l'expérience de l'utilisation des crédits. T'attends quoi pour t'y mettre? De plus avoir d'argent? Je suis aussi affirmatif sur la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que la majorité des gens manquent d'argent. Donc ils ne font pas de crédit. La minorité des gens qui ont beaucoup d'argent utilisent la dette. Et je t'ai montré comment ils faisaient. T'attends quoi? Déjà, tu as mon livre. Tu vas sur Amazon, tu tapes crise financière, avec ou sans accent, il apparaît en première page, ça s'appelle Survivre à une crise financière. Déjà, tu le lis, tu vas comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Et ensuite, derrière, il faut que tu passes à l'action. Ou alors, tu te laisses plumer sans broncher, mais après, il ne faudra pas venir pleurer qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que toi parce qu'eux ont osé faire des crédits. Alors, je te laisse avec ça là, mais le stylo, tu l'as déjà en fait. Donc, ce qui te manque, c'est comme avec l'épée, la connaissance et l'expérience. Action. Sinon, tu vas sur mon site internet immobiliercompagnie.com, tu as mes livres, mes formations, mes coachings, enfin bref, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et si tu commences à creuser, tu vas aussi découvrir que tu es capable de le faire. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le fait « Non, mais moi, j'ai pas d'argent. » Non, mais attends. En fait, le principe du crédit, c'est que tu n'as pas d'argent. Il y a des projets à différents niveaux. Tu commences avec un projet à la hauteur de tes finances.
En fait, ce qui te manque, c'est les connaissances et l'expérience. Le stylo, tu l'as déjà. Like, partage, abonne-toi. Si tu as besoin de ressources, je t'ai tout donné, je suis pas inquiet, tu vas trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!